اهلا وسهلا ومرحبا بكم اعزائنا المشاهدين. مرحبا بكل اصدقائنا التلامذه تلاميذ البكالوريا اللي قاعدين يشاهدوا فينا في فضائنا التعليمي اليومي والمباشر، دروسنا التلفزيونيه الخاصه بتلاميذ البكالوريا في كل الاختصاصات كل الشعب. ماده اليوم هي ماده علوم الحياه والارض. فما زوج ارقام هواتف موضوعين على ذمتكم. الرقم الاول هو 71 800 814، كذلك 71 280 089. موضوع على ذمتكم حتى تتصلوا بنا تقدموا كل الأسئلة أو الاستفسارات العالقة بأذهانكم حول أي موضوع في مادة علوم الحياة والأرض. معنا أهل الاختصاص الأساتذة اللي حاضرين معنا في الأستوديو لتقديم كل الأجوبة على تساؤلاتكم. نبدأ بالترحيب بالأستاذة على يميني الأستاذة فاتن بسبيس المصمودي، مرحبا بك. عايشك بك. كذلك الأستاذة خولة الجاوي، مرحبا بك أستاذة. عايشك. على يساري الآن الأستاذة سندس الشاوش، مرحبا. وكذلك الأستاذ محمد التونسي، مرحبا بك. نرحب أيضا بالأساتذة اللي حاضرين معنا في الكواليس، الأستاذ سامي رابح ومتفقد المادة الأستاذ علي تريعة. كذلك في قاعة استقبال المكالمات الهاتفية نرحب بالأستاذة لميا بن مراد والأستاذة يسر سيالة. كما قلت مادة اليوم هي مادة علوم الحياة والأرض، وأرقام الهواتف نذكر بهم 71 800 814 وكذلك 71 280 089. اللي اتصل مرحبا به، واللي ما اتصلش نقولوا له ماذا به يتصل ويقول على السؤال نتاعو او الاستفسار، والاساتذه باش يقدموا كل الاجوبه. والبدايه باش تكون مع الاستاذ محمد التونسي حتى يعطينا فكره على ماده علوم الحياه والارض. تفضل استاذ. Chers candidats au bac, bonjour. On va commencer par présenter le sujet de SVT. Alors, le sujet pour la section sciences expérimentales comprend deux parties. Une première partie notée sur 8 points et qui fait appel à une restitution des connaissances. Et une deuxième partie notée sur 12 points et qui fait appel à une mobilisation des connaissances et qui fait appel à une mobilisation des connaissances pour résoudre un problème scientifique donné. Alors, pour la section maths, le sujet comprendra donc deux parties. Une partie notée sur 10 points et une deuxième partie aussi notée sur 10 points. Pour le sujet option, alors, il comprendra aussi deux parties, une première partie notée sur 12 points et une deuxième partie notée sur 8 points. Alors, en ce qui concerne donc la présentation, aujourd'hui donc, on va présenter un nouveau outil informatique, c'est le TBI, le tableau blanc interactif. Bon, je vais être obligé de traverser le champ. Alors ce tableau blanc interactif, comme vous le voyez, donc, on a écrit déjà la présentation du sujet. Alors, donc on va... Alors, présentation du sujet, donc. Voilà donc la présentation du sujet. Alors, ensuite, le tableau blanc interactif, donc, c'est un outil qui va être introduit donc, dans nos établissements à partir de la rentrée scolaire 2010-2011. Alors, ce tableau-là présente donc plusieurs avantages que vous allez découvrir au cours de cette séance. Alors, je reviens au QCM. Alors, dans la partie restitution des connaissances, vous pouvez avoir donc, à traiter des QCM. Alors, dans ce cas-là, donc, dans le QCM, il faut toujours bien lire la consigne et toujours relier le tronc de l'item avec les propositions pour que la phrase retenue exprime une notion déjà étudiée en cours. Exemple. Alors, si vous avez le QCM suivant, chez la femme, la fécondation aboutit à. Alors, vous avez 4 propositions. Alors, vous devez à chaque fois relier donc le tronc avec la proposition. Chez la femme, la fécondation aboutit à donc l'émission du deuxième globule polaire. Chez la femme, la fécondation aboutit à l'émission du premier globule polaire. Chez la femme, la fécondation aboutit à la reprise de la division réductionnelle. Alors, chez la femme, la fécondation aboutit à la reprise de la division équationnelle. Bon, on retient donc chez la femme, la fécondation aboutit à la reprise de la division équationnelle, donc automatiquement à l'émission du deuxième globule polaire. Voilà, et je passe la parole à Madame. شكرا لك أستاذ، يعطيك الصحة سي محمد التونسي على كل هذه التوضيحات. ننطلق على بركة الله مع الأسئلة وننتقل إلى الاستوديو استقبال المكالمات الهاتفية مع الأساتذة حتى يعطيونا مجموعة من الأسئلة. تفضلوا. Shukran, merci. Les questions des élèves sont
très variés et ils couvrent une bonne partie du programme de l'année, aussi bien de la 4e année maths que de la 4e année sciences expérimentales. Nous avons essayé de répondre aux questions qui ne nécessitent pas une longue explication et nous vous communiquons les questions qui nécessitent une réponse beaucoup plus détaillée. On commence par les premières questions. Comment se fait la coopération cellulaire au cours d'une réaction immunitaire spécifique ? Expliquer le mécanisme de la coordination des muscles antagonistes au cours d'un réflexe myotatique. شكرا لك أستاذة يعطيك الصحة. الإجابة عن السؤال الأول باش تكون مع الأستاذة سندس الشاوش. Merci. Alors, je vais rappeler tout d'abord que le déroulement de la réponse immunitaire spécifique se fait en 3 phases. La phase d'induction, ensuite la phase d'amplification et ensuite une phase effectrice. Durant la phase d'induction, il va y avoir 2 étapes. Une étape donc de reconnaissance de l'antigène et une deuxième étape qui consiste à l'activation des cellules immunitaires ayant reconnu l'antigène. Alors je vais passer pour montrer au cours de cette phase d'activation la coopération cellulaire Donc vous voyez là que l'apparition de l'antigène qui est représentée là par des déterminants antigéniques va être reconnue par des cellules immunitaires, lesquelles cellules immunitaires d'une part sont des cellules non spécifiques qui est le macrophage là, et cette cellule, le macrophage, va jouer le rôle de cellule présentatrice de l'antigène, donc en ayant phagocyté l'antigène. Donc, vous observez là l'endocytose et par la suite, il va permettre donc de présenter cet antigène sous forme de déterminants antigéniques associés aux molécules HLA de classe 1 et aux molécules HLA de classe 2. Donc, le rôle de cette cellule est de présenter l'antigène qu'on appelle CPA, c'est-à-dire cellule présentatrice de l'antigène. De même, on peut constater que cet antigène peut être reconnu par une catégorie de lymphocytes B ayant donc des récepteurs membranaires qui sont des IG de surface et qui présentent des sites antigéniques pour reconnaître le déterminant antigénique de façon spécifique. Et d'autre part, on sait que ce lymphocyte B peut aussi jouer le rôle de cellule présentatrice de l'antigène par le fait qu'il présente là, vous voyez, les molécules HLA de classe 2. Donc, en réalisant l'endocytose, il va permettre de présenter l'antigène sous forme de déterminants antigéniques. Donc là, vous avez la présentation de l'antigène. Alors, cette cellule présentatrice de l'antigène, elle va permettre de présenter le déterminant antigénique à 2 catégories de cellules immunitaires qui interviennent dans la réponse qui est spécifique. D'une part, les lymphocytes T8 qui possèdent des récepteurs spécifiques. Donc, il va y avoir une sélection d'un clone de LT8 qui possède des TCR avec des marqueurs de type CD8 qui vont reconnaître d'une part le déterminant antigénique associé à la molécule HLA de classe 1. D'autre part, il va y avoir donc une sélection d'une catégorie de lymphocytes T4 qui possède aussi des TCR associés avec des marqueurs CD4 qui vont permettre aussi par cette double reconnaissance de déterminant antigénique avec la molécule HLA, dans ce cas c'est de classe 2 pour les LT4 et HLA de classe 1 pour les LT8. Alors, ceci nécessite donc cette reconnaissance, un contact cellulaire entre d'une part le macrophage et LT8 et d'autre part entre le macrophage et les LT4. Par contre là, vous constatez que le LB a reconnu grâce au IG de surface l'antigène libre. Maintenant, on va constater que comme autre type de coopération cellulaire, il va y avoir une activation de ces cellules immunitaires qui ont reconnu l'antigène de façon spécifique, présentée par cette cellule qui est le macrophage. Ce macrophage va libérer une substance qu'on appelle l'interleukine 1 pour activer ces cellules immunitaires ayant reconnu l'antigène. Alors, la fixation de l'interleukine 1
comme vous le voyez là, sur le récepteur spécifique, va permettre à ces cellules immunitaires de produire, comme vous voyez là, des récepteurs spécifiques à une deuxième substance qui intervient aussi dans cette coopération cellulaire, qui va être sécrétée par les LT4. Maintenant, vous voyez que la libération de l'interleukine 2 va se fixer tout d'abord au niveau de ces LT4. Donc, il va y avoir comme conséquence une activation de ces LT4. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir une multiplication et il va y avoir la mise sous forme de mémoire de certaines cellules et d'autre part, la différenciation de certaines cellules en LTH ou bien aussi on les appelle les LT auxiliaires qui vont donc continuer l'activation des autres cellules immunitaires ayant reconnu l'antigène, d'accord, et qui ont synthétisé le récepteur spécifique à l'interleukine 2. Donc la fixation, comme vous le voyez là, de l'interleukine 2 sur le récepteur va permettre à cette cellule donc d'être activée. D'autre part, on sait que les LT8 là, qui ont reconnu de façon aussi spécifique l'antigène, présenté par cette cellule qui est le macrophage, va aussi recevoir donc l'interleukine 2 et la conséquence, ça sera, une fois cette interleukine 2 est fixée, il va y avoir une activation de ces cellules immunitaires, les lymphocytes T8. Donc là, je résume que durant cette phase qu'on appelle la phase d'induction, il va y avoir une coopération cellulaire. Cette coopération cellulaire nécessite donc ce contact cellulaire entre une cellule présentatrice de l'antigène avec les lymphocytes T8 et pour les LT4, soit donc associé avec un macrophage, soit, comme vous le voyez là, avec normalement les LB qui peuvent jouer aussi le rôle de cette de la présentation de l'antigène. D'accord. D'autres types donc de coopération, on a mis en évidence là par des stimulants. D'une part, c'est l'interleukine 1, d'accord, et d'autre part, l'interleukine 2, donc qui est sécrétée par les LT4. Voilà donc la coopération cellulaire qui se réalise au cours de la phase d'induction. شكرا لك مدام شاوش على كل هذه التوضيحات. السؤال الثاني الآن باش تجاوب عليه مدام جاوي. تفضل مدام. Merci. Alors, je commence premièrement par la définition d'un réflexe myotatique. Donc, un réflexe myotatique, c'est une contraction involontaire d'un muscle en réponse à son propre étirement. Et dans le cas donc d'un réflexe myotatique, je prends le cas d'un réflexe donc achilléen, la contraction du muscle étiré est accompagnée donc du relâchement du muscle antagoniste. Alors, nous allons essayer de voir ceci sur l'animation. Alors, vous avez ici, donc vous avez ici l'exemple du réflexe achilléen. Alors, on donne un petit, Alors, on donne donc un coup sec. Vous avez donc un influx nerveux sensitif qui va aller donc vers la moelle épinière. Cet influx nerveux est à l'origine de deux informations. Alors, une information, une activation donc des motoneurones alpha qui innerve le muscle qui a été étiré, d'où sa contraction. Alors, ce circuit donc est constitué de deux neurones, un neurone sensitif qui est en relation monosynaptique avec un motoneurone alpha, d'où la contraction donc du muscle et donc une inhibition, d'accord? Alors on va suivre. Voilà, par l'intermédiaire donc d'un interneurone inhibiteur, et on parle d'une innervation réciproque. Donc, et là, vous avez une synapse inhibitrice. Donc, le muscle antagoniste va être relâché. Donc là, on parle de la coordination d'un réflexe myotatique. Donc, un message sensitif
donnera deux réponses, une activation du motoneurone du muscle donc étiré et une inhibition du muscle relâché. Merci. شكرا لك أستاذة. عودة إذن إلى قاعة استقبال المكالمات الهاتفية حتى ناخذوا بعض الأسئلة. ونذكركم مشاهدينا وعزينا التلامذة كونوا زوز أرقام هواتف موضوعين على ذمتكم. الرقم الأول هو 71 800 814 والرقم الثاني 71 280 089. ومادة اليوم هي مادة علوم الحياة والأرض. إذن مجموعة من الأسئلة في انتظارنا في قاعة استقبال المكالمات الهاتفية. تفضلوا. Alors, dans une première question de neurophysiologie, on demande d'abord d'expliquer le mécanisme nerveux et hormonal intervenant dans la régulation de la pression artérielle. La deuxième question se rapporte au thème de la reproduction humaine, c'est la suivante. Alors, expliquer les déterminismes hormonaux de l'ovulation et de la menstruation. شكرا لك أستاذة يعطيك الصحة. نواصل الإجابة على السؤال الأول مع الأستاذة مصمودي. تفضل مدام. Merci. Donc, je vais tout d'abord définir la pression artérielle. Donc, nous savons que le sang circule dans les artères sous pression. Donc, cette pression, c'est la pression artérielle. Cette pression artérielle dépend de trois paramètres, à savoir le volume sanguin, le diamètre des vaisseaux sanguins, mais aussi le rythme cardiaque. Cette pression artérielle varie entre deux valeurs. Une valeur maximale, qui est la pression artérielle maximale ou systolique, qui est de l'ordre de 12 à 13 cm de mercure, et une pression artérielle minimale ou diastolique, qui est de l'ordre de 8 cm de mercure. Alors, cette pression artérielle, en réalité, c'est une constance biologique. Cependant, certains facteurs tendent à la modifier et elle est rapidement corrigée par un système de régulation. Alors, ce système de régulation fait intervenir deux mécanismes. L'un est hormonal et l'autre est nerveux. Et je vais commencer par le mécanisme nerveux. Alors, ce mécanisme nerveux, il est de type réflexe et il comporte les éléments anatomiques suivants. Alors, des barorécepteurs situés au niveau de la crosse aortique et du sinus carotidien. Ce sont des récepteurs sensibles à toute variation de la pression artérielle. Des voies afférentes constituées par le nerf de Hering et le nerf de Sillon, donc qui véhiculent les messages nerveux de la crosse aortique et du sinus carotidien au centre nerveux. Les centres nerveux sont localisés au niveau du bulbe rachidien et de la moelle épinière. Donc on peut distinguer le centre bulbaire, le centre cardiomodérateur et le centre vasomoteur, ceci pour le bulbe rachidien, et le centre médulaire cardio-accélérateur localisé au niveau de la moelle épinière. Alors, moi je vais traiter donc le réflexe régulateur de l'hypertension, dans le cas de l'hypertension. Alors, une augmentation de la pression artérielle peut être due à un effet de stress, à un effort physique ou à une émotion quelconque. Et cette augmentation de la pression artérielle est rapidement détectée au niveau des barorécepteurs, donc comme je l'ai précisé tout à l'heure, qui sont en réalité des terminaisons nerveuses du nerf de Sillon, localisé au niveau de la crosse aortique, et du nerf de Hering, localisé au niveau du sinus carotidien. Donc ces barorécepteurs, ces terminaisons nerveuses, ce sont des barorécepteurs, donc qui sont plus stimulés dans le cas d'une augmentation de la pression artérielle, donc vont émettre un message nerveux sensitif de fréquence plus élevée qui arrive au niveau du centre bulbaire par les nerfs sensitifs de Hering et de Sillon. Et ce même message nerveux sensitif va avoir deux actions ou exerce deux actions antagonistes. La première action est une action d'activation du centre cardio-modérateur. Alors, ce centre cardio-modérateur activé va entraîner également une activation des nerfs parasympathiques qui sont des nerfs
modérateur, donc dont l'activation entraîne une cardiomodération. D'une part, donc la cardiomodération entraîne un ralentissement du cœur, bien sûr, et le centre va entraîner, ce même message nerveux va entraîner une inhibition du centre vasomoteur. Le centre vasomoteur inhibé donc va entraîner une diminution de la fréquence des potentiels d'action qui parcourent les fibres orthosympathiques qui sont de deux types. Donc les unes innervent le cœur, les autres innervent les vaisseaux sanguins. Et les fibres cardiaques orthosympathiques sont cardio-accélératrices, les fibres orthosympathiques vasomotrices sont vasoconstrictrices. Donc leur inhibition va entraîner également une diminution du rythme cardiaque et également une vasodilatation. Donc la cardiomodération et la vasodilatation est à l'origine de la baisse de la pression artérielle et de son retour donc à sa valeur normale. Donc si on résume, on peut dire que en réalité c'est l'activation du système donc parasympathique et l'inhibition du système orthosympathique qui est à l'origine de la correction de l'hypertension, d'accord, et qui ramène la pression artérielle à sa valeur normale. شكرا لك مدام مسمودي على الإجابة وعلى كل هذه التوضيحات. نمر إلى الإجابة على السؤال الموالي مع الأستاذ محمد التونسي. Bon, je vais continuer ce que vient d'expliquer madame Masmoudi. Pour la correction de la pression artérielle, donc on a deux cas. Elle a parlé de la correction de l'hypertension et je vais traiter la correction dans le cas d'une hypotension. Alors, dans le cas d'une hypotension, la correction, elle est en même temps nerveuse et hormonale ou bien humorale. Alors, en ce qui concerne la correction nerveuse, alors vous avez là devant vous donc une animation. Alors, cette animation donc représente le cœur avec les mêmes nerfs que vient de décrire madame Masmoudi, mais cette fois-ci, il va y avoir une baisse de la pression artérielle au niveau du sinus carotidien et de la crosse aortique. D'où il y aura une diminution de la fréquence des PA sur le nerf de sillon, le nerf de Hering et le nerf de sillon, et une inhibition du centre bulbaire que vous avez là. Alors cette inhibition du centre bulbaire va avoir deux effets antagonistes. D'une part, on aura inhibition du centre cardiomodérateur, donc inhibition du nerf 10, ce qui entraîne une accélération du rythme cardiaque. Et d'autre part, une stimulation du centre vasomoteur, d'où stimulation du centre médulaire orthosympathique, stimulation des fibres orthosympathiques qui vont libérer de la noradrénaline au niveau du cœur, d'où augmentation du rythme cardiaque, stimulation des fibres orthosympathiques artérielles qui provoque alors une vasoconstriction. Alors l'augmentation du rythme cardiaque et la vasoconstriction entraîne une hypertension, une augmentation de la pression artérielle qui corrige donc l'hypotension. Ça en ce qui concerne donc la régulation nerveuse de la pression artérielle. En plus, l'hypotension donc va stimuler aussi par l'intermédiaire toujours du centre vasomoteur, va stimuler donc le nerf splanchnique qui innerve la médulo-surrénale. La médulo-surrénale est une glande endocrine qui va libérer l'adrénaline. Alors cette libération d'adrénaline dans le sang stimule l'activité cardiaque et provoque une augmentation de l'activité cardiaque, stimule aussi les vaisseaux sanguins et provoque une vasoconstriction, et l'augmentation du rythme cardiaque due à l'adrénaline ainsi que la vasoconstriction due à l'adrénaline entraîne aussi une augmentation de la pression artérielle qui corrige l'hypotension. On va parler alors d'une corrélation neuro-hormonale, c'est-à-dire en même temps nerveuse et hormonale. Alors, en plus de cette hormone qui est l'adrénaline, il va y avoir un autre système hormonal qui va corriger aussi l'hypotension. Alors si on passe à la diapositive suivante, alors nous avons ici donc la régulation donc hormonale de la pression artérielle. Alors dans ce cas-là, une hypotension va stimuler donc le rein, et il y aura augmentation de la sécrétion d'une enzyme qui est la rénine. Alors cette rénine va transformer dans le sang une protéine, alors une hormone qui est l'angiotensinogène en angiotensine. L'angiotensinogène est inactive alors que l'angiotensine est active. Alors l'angiotensine va avoir donc un effet vasoconstricteur très important et provoque alors une
vasoconstriction au niveau des artères. Alors cette vasoconstriction, donc voilà, donc la rénine transforme l'angiotensinogène en angiotensine. L'angiotensine provoque une vasoconstriction des artères et bien sûr la vasoconstriction va entraîner donc une augmentation de la pression artérielle. D'autre part, l'angiotensine stimule aussi, voilà donc l'augmentation, la vasoconstriction entraîne une augmentation de la pression artérielle. Alors l'angiotensine stimule aussi les corticosurrénales qui sécrètent alors l'aldostérone. Alors la sécrétion de l'aldostérone va augmenter. Alors cette augmentation de la sécrétion d'aldostérone va agir sur le nephron, provoquer une augmentation de la réabsorption de Na+, ce qui s'accompagne par une augmentation de la rétention d'eau, et cette augmentation de la rétention d'eau va entraîner une augmentation de la volémie. Alors l'augmentation de la volémie, donc avec l'augmentation de la vasoconstriction, entraîne une correction de la pression artérielle, c'est-à-dire une augmentation de la pression artérielle qui corrige l'hypotension. Alors en plus, toujours l'hypotension va stimuler l'hypothalamus. Alors l'hypothalamus va sécréter en principe une hormone qui est la DH, stockée au niveau de l'hypophyse et qui va être libérée par l'hypophyse, par la post-hypophyse. Alors la DH stimule le rein toujours, va agir sur le rein et va provoquer donc une augmentation de la réabsorption d'eau. Alors cette augmentation de la réabsorption d'eau va entraîner une augmentation de la volémie, et l'augmentation de la volémie entraîne alors une augmentation de la pression artérielle qui corrige l'hypotension. Voilà en ce qui concerne donc cette corrélation neuro-hormonale de la correction de l'hypotension. يعطيك الصحة سي محمد التونسي. نمر إلى قاعة استقبال المكالمات الهاتفية حتى ناخذ بعض الأسئلة. La question suivante, définir le potentiel de repos et le potentiel d'action au niveau d'un neurone ou d'une fibre nerveuse et déterminer leur origine ionique. Une autre question, expliquer comment se fait la conversion de l'énergie chimique en énergie mécanique lors d'une contraction musculaire. الإجابة باش تكون مع الأستاذة فاتن مصمودي. Merci. Donc, je définis tout d'abord le message nerveux. Donc, le message nerveux est formé par des signaux électriques élémentaires propageables qui sont les potentiels d'action. Donc chaque potentiel d'action est une variation ou modification du brève et rapide du potentiel de la membrane qui est appelé également un potentiel de repos. Alors, pour le potentiel de repos, la définition qui est demandée par les élèves, il correspond à une différence de potentiel entre les deux faces de la membrane du neurone au repos, et sa valeur est de moins 70 millivolts. Donc, ceci indique que la membrane au repos est polarisée, elle est plus électronégative à l'intérieur qu'à l'extérieur. Alors, pour expliquer donc l'origine ionique du potentiel de repos, donc dans l'ensemble, l'origine ionique du potentiel de repos correspond à une inégalité de concentration entre les ions Na+, qui sont les ions sodium, et les ions K+, qui sont les ions potassium, les ions Na+, étant plus concentrés à l'extérieur du neurone qu'à l'intérieur. Donc se maintient cette inégalité de répartition, c'est un équilibre dynamique qui est expliqué par deux types de transport. Alors, ce transport, dans le cas du potentiel de repos, s'effectue donc à travers des protéines canales ou des canaux de fuite qui sont ouverts en permanence. Alors, ces deux types de transport, donc, on cite tout d'abord donc le transport passif. Alors, ce transport passif, il va s'effectuer par diffusion. Les ions Na+, étant plus concentrés à l'extérieur du neurone, vont passer du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire, alors que les ions K+, étant plus concentrés dans le milieu intracellulaire, vont quitter donc l'intérieur du neurone et vont passer dans le milieu extracellulaire. Alors, le deuxième
type de transport. Donc ce transport passif, il se fait tout simplement par diffusion. Alors pour le transport actif, ce transport actif, il est assuré par la pompe. Alors cette pompe à Na+, K+, c'est une enzyme ATPase, et cette enzyme ATPase, donc comme le montre l'animation, elle va faire ramener les ions K+ sortis par diffusion suivant leur gradient de concentration vers l'extérieur, elle va les ramener à l'intérieur, alors que elle va expulser les ions Na+ de l'intérieur du neurone vers l'extérieur. Donc ce potentiel, donc ce transport actif, c'est un transport donc qui nécessite de l'énergie, et cette énergie, il provient de l'hydrolyse de l'ATP par la pompe qui est elle-même une enzyme ATPase. Alors, et justement, ce transport actif, c'est lui qui permet de maintenir l'inégalité de répartition de ces ions de part et d'autre de la membrane. Alors, concernant le potentiel d'action, donc le potentiel d'action représente donc une modification brève et momentanée du potentiel de la membrane, qui est un potentiel de repos. Il a une durée de 1 milliseconde et il a une amplitude qui est de 100 millivolts. Alors, concernant l'origine ionique de ce potentiel d'action, l'origine ionique, elle s'explique par une modification de la perméabilité de la membrane de la fibre nerveuse aux ions Na+ et K+, par ouverture des canaux voltage dépendants qui étaient fermés au cours du potentiel de repos. Donc, bien sûr, ce potentiel d'action n'est enregistré au niveau de la fibre que suite à une excitation par une intensité qui est supérieure ou égale à une intensité seuil. Donc, si je montre les différentes phases du potentiel d'action, alors le potentiel d'action, il montre 3 phases. Une phase de dépolarisation, une deuxième phase qui est une phase de repolarisation, suivie d'une phase d'hyperpolarisation. Alors, pour l'origine ionique du potentiel d'action, alors ce potentiel d'action, donc comme je l'ai mentionné, il est dû à une variation de la perméabilité cellulaire vis-à-vis des ions Na+ et K+. Alors, au cours de la phase de dépolarisation, dès que le potentiel de membrane atteint moins 50 millivolts, alors nous allons remarquer qu'il y a une ouverture des canaux voltage dépendants à Na+. Ces canaux voltage dépendants vont laisser, bien sûr, passer les ions Na+, suivant leur gradient de concentration. Donc, ce passage, c'est un passage passif, c'est un transport passif. Donc, et les ions Na+, donc, vont passer massivement et brièvement à l'intérieur donc de la membrane du neurone. Et le passage des Na+ à l'intérieur du neurone va entraîner une dépolarisation de la membrane, avec même une inversion, bien sûr, de la polarité. À ce moment, donc, à la fin de cette phase de dépolarisation, la DDP, ou la différence de potentiel, va atteindre plus 30 millivolts. Dès que cette DDP, ou différence de potentiel, atteint plus 30 millivolts, alors nous allons remarquer l'ouverture d'autres canaux, qui sont les canaux voltage dépendant à K+, alors que ceux à Na+ se maintiennent, se sont refermés. Donc ces canaux à voltage dépendant à K+ vont bien évidemment plutôt laisser sortir les K+. Il s'agit toujours d'un transport passif des K+, suivant leur gradient de concentration, de l'intérieur du neurone vers l'extérieur, et ceci va entraîner un retour du potentiel de membrane du potentiel de membrane au potentiel de repos, bien sûr. Alors, la phase d'hyperpolarisation est due à une ouverture prolongée des canaux
voltage dépendant à K+, dont la fermeture est plus lente et aussitôt fermé, donc ces canaux K+, le potentiel de membrane, il va retourner bien sûr grâce à la pompe Na+, K+, elle va ramener ce potentiel donc de membrane au potentiel de repos et c'est de cette façon-là que la fibre va retrouver sa polarisation initiale de repos. شكرا لك مدام مسمودي. نواصلوا الإجابة على السؤال الموالي مع الأستاذ محمد التونسي. تفضل أستاذ الكلمة ليك. Bon, la question était en principe comment expliquer comment se fait la conversion de l'énergie chimique en énergie mécanique au cours de la contraction musculaire. Alors cette conversion de l'énergie chimique en énergie mécanique se fait en principe en plusieurs étapes. On va essayer de voir ces étapes sur le TBI toujours. Alors ces étapes sont les suivantes. Alors tout d'abord, il va y avoir les étapes de la voilà. Donc il y a un petit problème au niveau de la coordination. Alors la conversion de l'énergie chimique en énergie mécanique donc se fait en plusieurs étapes. Alors ces étapes-là sont en principe au nombre de 3. Tout d'abord, au repos, nous avons des filaments d'actine et des filaments de myosine. Et il existe au niveau des filaments de myosine des sites, des filaments d'actine, des sites qui sont au repos masqués par une protéine. Alors ces sites qui sont masqués donc ne permettent pas la fixation des têtes de myosine sur l'actine. Et à ce moment-là, donc, voilà, on y est. Alors, donc au repos, nous avons donc les sites de fixation des têtes de myosine sur l'actine sont masqués. Alors, ces sites-là vont être démasqués par la libération des ions Ca++, qui vont être libérés à partir du réticulum endoplasmique suite à l'arrivée d'un potentiel d'action. Alors, ces ions Ca2+ permettent alors un démasquage des sites et la fixation donc la fixation des têtes de myosine sur l'actine permet l'hydrolyse de l'ATP et la libération de l'énergie. Alors, une partie de cette énergie va être convertie en énergie mécanique, c'est-à-dire un pivotement des têtes de myosine, et ce pivotement de têtes de myosine entraîne alors un glissement de l'actine, d'où un raccourcissement du sarcomère. Voilà le pivotement, donc, comme vous venez de le voir, et le glissement de l'actine, qui permet alors un raccourcissement du sarcomère. Alors si je reprends, alors, au repos, nous avons donc les têtes de myosine qui fixent une molécule d'ATP. En face, il y a les filaments d'actine qui possèdent des sites de fixation des têtes de myosine mais qui sont masqués au repos. Alors, la libération des ions Ca2+, suite à l'arrivée d'un potentiel d'action à partir du réticulum endoplasmique, permet donc le démasquage des sites, comme vous le voyez ici, et l'attachement des têtes de myosine sur les filaments d'actine. Alors cet attachement-là entraîne une hydrolyse de l'ATP qui libère l'ADP plus le PI plus de l'énergie. Une partie de l'énergie va être convertie en énergie mécanique. Elle sert à faire pivoter les têtes de myosine. Le pivotement des têtes de myosine entraîne un glissement de l'actine, d'où un raccourcissement du sarcomère. La fixation d'une nouvelle molécule d'ATP va permettre alors le détachement de 2 filaments. Le retour des ions Ca2+ dans le citerne du réticulum endoplasmique, il est aussi dû à un transport actif qui utilise de l'ATP. Et on revient donc à l'état de repos de nouveau, c'est-à-dire le relâchement du muscle. Voilà en ce qui concerne donc la conversion de l'énergie chimique en énergie mécanique. شكرا لك سي محمد التونسي. نرجع توا للاستوديو الفرعي حتى ناخذوا بعض الأسئلة. تفضلوا الأساتذة الموجودين في الاستوديو الفرعي. Alors expliquez d'abord les déterminismes hormonaux de l'ovulation et de la menstruation. Dans une deuxième question se rapportant à la génétique formelle, donc à partir des résultats de croisement, comment peut-on déterminer le type de brassage chromosomique chez les diploïdes? شكرا لك أستاذة. الإجابة عن السؤال الأول باش تكون مع الأستاذة سندس شاوش. Merci. Alors, je vais rappeler d'abord que chez la femme, l'appareil reproducteur présente une activité cyclique qui est représentée par les cycles ovariens et les cycles utérins. Alors, je vais passer pour rappeler donc ce cycle ovarien très rapidement.
نذكروا سادة المشاهدين كون المادة je vais essayer de voir. Oui, là, au niveau du cycle ovarien, vous constatez que l'ovaire va présenter une activité cyclique qui est représentée par une première phase, c'est la phase folliculaire, qui consiste à la croissance des follicules. Ensuite, il va y avoir une étape durant laquelle il va y avoir la maturation. Pardon, je recommence l'animation. Alors, vous avez là, voilà, je vais essayer de voir la croissance des follicules, c'est la phase folliculaire, et par la suite, il va y avoir une augmentation toujours de la taille de ce follicule. Lorsque ce follicule atteint une taille maximale, alors là, on va constater un phénomène donc, qui est la manifestation donc, de ce cycle ovarien qu'on appelle l'ovulation, qui consiste à la rupture de ce follicule mûr et l'expulsion du gamète femelle donc, dans les voies génitales qui consiste, là, on observe non. Pardon. Non. Voilà, on va observer ce phénomène qu'on appelle l'ovulation, qui consiste à la rupture du follicule et l'expulsion du gamète femelle dans les voies génitales, donc rendant possible la fécondation. Ce phénomène est appelé donc l'ovulation. Alors, notre but, c'est d'expliquer le mécanisme de l'ovulation. Alors, ce mécanisme de l'ovulation, il va être déclenché par une régulation hormonale. Alors, je rappelle, durant le cycle, vous avez donc une étape durant laquelle vous avez la phase folliculaire qui consiste à la croissance folliculaire, mais je rappelle d'abord que le complexe hypothalamo-hypophysaire va contrôler ce cycle ovarien et il va y avoir une libération d'une neurohormone qu'on appelle la GnRH qui va stimuler l'hypophyse antérieure, qui va sécréter des gonadostimulines, lesquelles gonadostimulines vont directement contrôler le cycle ovarien. Alors, durant ce cycle, on va observer bien que vous avez une augmentation du taux essentiellement de FSH et de LH qui vont stimuler au niveau de l'ovaire la croissance des follicules et la stimulation de la sécrétion d'une hormone qu'on appelle l'œstrogène. Alors, durant cette phase folliculaire, notre follicule, donc, il va atteindre une taille donc, de maturation et à ce moment-là, il va sécréter une quantité importante d'œstrogène et cette quantité d'œstrogène libérée, elle va permettre de déclencher l'ovulation par le fait qu'on va observer là une augmentation du taux de LH et de FSH sous forme, je continue, voilà, de pic de sécrétion et vous observez bien que ce pic essentiellement de LH et de FSH va déclencher donc ce phénomène que nous avons appelé l'ovulation. Par la suite, il va y avoir la transformation du follicule rompu en corps jaune et ce corps jaune va continuer sa sécrétion donc en oestrogène et l'apparition d'une deuxième hormone qu'on appelle la progestérone. Alors je reviens à la question posée, c'est déterminer le mécanisme hormonal de l'ovulation. Alors durant ce cycle-là, on va constater qu'il va y avoir là, donc on va constater que durant, voilà, vous observez la phase folliculaire, par la suite, l'ovulation est caractérisée vers la fin de la phase folliculaire, là, d'une augmentation du taux d'œstrogène libéré par le follicule dominant qui va exercer
un rétrocontrôle positif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Donc, essentiellement là, vous observez la sécrétion du pic de LH et de FSH qui va permettre de déclencher le phénomène de l'ovulation et la libération du follicule, de l'ovocyte 2 dans les voies génitales. Donc, ce mécanisme est bien hormonal qui est représenté par ce rétrocontrôle positif exercé par la forte dose d'ostradiol sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Voilà. Donc, concernant la deuxième partie de la question, pour le cycle utérin, je laisse Madame Géoui donc expliquer ceci pour vous. مدام جاوي تفضل الإجابة على الجزء الثاني من السؤال. Madame Cheouch avait parlé d'un cycle ovarien et d'un cycle utérin. Bon, moi je vais parler donc du cycle utérin qui est un cycle contrôlé par les hormones ovariennes. Alors comme vous voyez ici, donc on va premièrement suivre l'évolution de l'endomètre sous l'effet des hormones ovariennes. Donc en phase folliculaire, donc en phase folliculaire, vous avez les hormones donc ovariennes, les oestrogènes, qui augmentent et qui vont stimuler donc vers. Alors là, c'est le début donc de la menstruation, qui vont stimuler le développement de l'endomètre, donc cette muqueuse utérine. Voilà, vous voyez l'épaississement. Alors là, vous avez donc l'augmentation des hormones. Les oestrogènes donc stimulent le développement et le préparent à l'action d'une deuxième hormone ovarienne, la progestérone, et vers le 21e jour, vous avez le maximum du développement de la dentelle utérine, vous voyez là, d'accord? Alors maintenant, vers la fin du cycle, il y a une chute des hormones ovariennes accompagnée donc par un écoulement sanguin. Alors je vais reprendre. Donc au début du cycle, donc l'endomètre est stimulé par les oestrogènes qui donc vont activer la multiplication de ces cellules, donc épaississement de l'endomètre. En phase lutéale, la progestérone va accentuer donc le travail fait par les oestrogènes. Vers le 21e jour de la deuxième partie du cycle, on va arriver au stade donc de la dentelle utérine. Alors, ces hormones sont produites en phase folliculaire par le corps jaune. Alors, s'il n'y a pas fécondation, donc le corps jaune, vous allez donc le voir, va régresser. Donc, la régression du corps jaune est donc suivie par une chute des hormones ovariennes et la privation donc hormonale donc des hormones ovariennes est à l'origine de la destruction de l'endomètre. Alors pourquoi il y a régression du corps jaune? Parce que vous avez donc ici une baisse, comme l'avait dit Madame Cheouch, il y a un contrôle donc par l'axe hypothalamo-hypophysaire. Donc les hormones ovariennes exercent un rétrocontrôle négatif, surtout par la progestérone en phase lutéale. Donc ce rétrocontrôle négatif va bloquer la sécrétion donc des gonadostimulines, surtout la LH. Donc le corps jaune va régresser et la régression des corps jaunes donc va donner une chute des hormones ovariennes. La chute des hormones ovariennes est la conséquence donc de la destruction de cet endomètre, d'où l'écoulement sanguin qui marque donc la fin ou le début donc d'un cycle sexuel, d'un cycle donc menstruel, puisqu'on parle d'un cycle menstruel marqué par la menstruation. Merci. شكرا لك مدام جاوي. نمشيو ونرجعوا لقاعة استقبال المكالمات الهاتفية ومجموعة أخرى من الأسئلة. Alors, il y a une question qui revient aussi. Quels sont les mécanismes physiologiques mis en jeu dans le cas du stress? Et quels sont les mécanismes de l'évolution biologique des espèces? شكرا لك مدام. الإجابة على السؤال الأول باش تكون مع مدام شاوش. تفضل مدام، الكلمة لك. مدام شاوش، شكون اللي باش يجاوب على السؤال؟ ما يسالش شكون يجاوب على السؤال الأول؟ Le stress. Bon, le mécanisme du stress. سي محمد التونسي، الكلمة لك.
Non, je vais répondre au stress, puisque la première question, c'est le stress. Donc, on va essayer de répondre au mécanisme du stress. Alors, le stress, c'est une réaction. Tout d'abord, le stress, c'est une réaction de l'organisme à des contraintes qui peuvent être physiques ou psychologiques. Des contraintes physiques comme la température, comme le froid, comme le chaud, et des contraintes psychologiques comme les examens, comme un drame, comme l'émotion d'une façon générale peut provoquer donc un stress. Bon, le stress passe généralement par 3 phases. Une première phase dite phase d'alarme, généralement qui est donc très courte. Ensuite, une phase dite phase d'adaptation. Et enfin, une phase où l'individu devient donc habitué au stress et il va y avoir donc à ce moment-là apparition donc voilà, donc le stimulus stressant donc agit sur les organes de sens. Alors ces organes de sens vont stimuler le centre nerveux, donc le cortex cérébral. Le cortex cérébral va envoyer d'une part un message nerveux vers donc la moelle épinière, et la moelle épinière, par l'intermédiaire des fibres orthosympathiques, va donc provoquer des réactions motrices et comportementales. Ensuite, toujours le cortex cérébral, par l'intermédiaire donc de voies nerveuses, va agir sur l'hypothalamus, sur le système limbique, qui agit sur l'hypothalamus. Et l'hypothalamus est un centre intégrateur de messages nerveux et hormonaux, va agir alors sur plusieurs organes. Alors ces organes donc sont tout d'abord la moelle épinière, ensuite il va agir sur les ganglions sympathiques qui libèrent la noradrénaline. Alors cette noradrénaline va agir sur les organes cibles comme le cœur, le poumon, le foie, les muscles et les vaisseaux sanguins. Au niveau donc du foie, il va y avoir libération du glucose, donc contraction du muscle, augmentation de la pression artérielle. Il va y avoir aussi, par l'intermédiaire toujours des fibres sympathiques, stimulation de la médullo-surrénale qui libère l'adrénaline, hormone dont on vient de parler tout à l'heure. Alors cette hormone-là va agir donc sur les organes cibles qui sont toujours le cœur, le vaisseau sanguin, le foie et ainsi de suite. Alors l'hypothalamus va stimuler aussi l'hypophyse qui, par l'intermédiaire d'une neurohormone donc, et cette hypophyse va libérer d'une part l'ACTH, d'autre part donc l'ACTH va agir sur la cortico-surrénale qui va libérer donc le cortisol. Alors, le cortisol va agir sur les mêmes organes cibles. D'accord? Alors, toujours l'hypophyse va libérer la TSH qui stimule la thyroïde. Voilà, la thyroïde va libérer la thyroxine et la thyroxine va agir sur les mêmes organes cibles. Alors, vous voyez donc ce mécanisme de stress, il met donc en jeu des voies nerveuses et des glandes endocrines donc, qui font que l'organisme va réagir aux facteurs stressants donc pour faire face à ce facteur stressant. شكرا لك سي محمد التونسي. فما سؤال مازلنا ما جاوبنيش عليه هكا ولا مدام شاوش. Donc concernant normalement c'est à partir des résultats de croisement. Donc comment peut-on déterminer le type de brassage chromosomique? Voilà. Donc je vais passer pour répondre à cette question. Donc le brassage de l'information génétique, comme vous le savez, donc a lieu pendant la reproduction donc sexuée, qui est due à la méiose d'une part et d'autre part à la fécondation. Alors je vais expliquer le brassage qui est dû à la méiose, donc qui peut être soit le brassage interchromosomique qui est réalisé en anaphase 1, et donc je vais expliquer là par l'animation. Vous observez au cours de la prophase, il y a l'appariement des chromosomes homologues et par la suite, on va observer durant l'anaphase 1, il y a eu une ségrégation des chromosomes homologues. D'accord? Donc, concernant cette cellule, vous observez qu'il y a donc en tout 2 n égale 4 chromosomes. Ça veut dire qu'il y a 2 paires de chromosomes homologues et il va y avoir la séparation dans chaque pôle d'un nombre, donc n égale 2 chromosomes qui sont fissurés. Alors, le brassage chromosomique consiste à observer durant les méioses, il peut y avoir soit cette combinaison donc de répartition de ces chromosomes, soit une autre possibilité qu'on observe là. Alors vous constatez la différence là, c'est que vous observez que là, dans ce pôle, il y a des chromosomes qui sont d'origine parentaux. Et de l'autre côté, ce sera par exemple là, je peux dire maternel, et là c'est paternel. Par contre, on a une chance sur 2, donc on peut observer, voilà, donc merci.
Et donc, d'autre part, je peux observer dans l'autre exemple, là, c'est qu'il y a donc des chromosomes qui sont recombinés. D'accord? Vous l'observez, là aussi, des chromosomes recombinés. Donc là, l'intérêt de ce type de brassage, c'est de produire des gamètes qui sont recombinés et d'autre part, des gamètes qui vont être parentaux. D'accord? Alors, on peut passer maintenant à l'autre type de brassage chromosomique. Alors, qui est dû à la myose, c'est le brassage intrachromosomique et qui va se réaliser au cours de la prophase 1. Alors, vous constatez là qu'au cours de la prophase 1, l'appariement de ces chromosomes homologues va accidentellement présenter une zone de contact entre les chromatides lanceurs. Donc, la conséquence de ce phénomène va engendrer un échange de fragments de chromatides et on va observer, c'est le crossing over, on va observer, voilà, bon, je laisse l'animation terminer, on va observer dans ce cas des chromosomes qui sont appelés des chromosomes recombinés et qui vont être à l'origine de la diversité des gamètes, donc c'est un brassage allélique. Donc à la fin de la myose, je peux observer soit donc ce type de gamètes qui sont parentaux, ainsi que l'autre, d'autre part des gamètes qui vont être recombinés. Mais là, ces gamètes qui sont recombinés ne peuvent être présentes que à la suite de ce phénomène que nous avons appelé crossing over. Et donc, selon le nombre de myoses qui se déroule avec crossing over, qui est un pourcentage qui est donc faible par rapport au nombre de myoses qui se déroulent sans crossing over, l'individu est capable de produire 4 types de gamètes qui ne vont pas être équiprobables. Et on va constater qu'il va y avoir une diversité donc de ces gamètes, donc qui sont représentés ainsi. Donc on va constater que si je considère la transmission de 2 gènes, que je considère là par grand A, petit a, grand B, petit b, avec je considère le cas d'une dominance absolue pour l'allèle grand A par rapport à petit a et grand B par rapport à petit b, donc on réalise un type de croisement, par exemple, parent de lignée pure de phénotype grand A petit b avec le parent P2 petit a grand B, l'individu hybride, donc au niveau de la F1 qui sont 100% donc dominant de phénotype au grand A grand B. Donc la question qu'on se pose là, c'est que donc on a affaire soit à un type de brassage interchromosomique, c'est-à-dire si on considère le premier cas, les 2 gènes sont indépendants parce que on considère que chaque gène va occuper un locus au niveau d'une paire de chromosomes homologues et dans ce cas, les 2 gènes qui vont être brassés donc vont permettre chez l'individu hybride là de phénotype grand A, grand B et de génotype, comme vous le voyez là, grand A, petit a, grand B, petit b, de fournir 4 types de gamètes qui vont être équiprobables. Par contre, si je considère le cas du brassage intrachromosomique, ça veut dire les 2 gènes vont être situés au niveau du même chromosome, on parle d'un brassage intrachromosomique et le génotype de l'hybride va être différent malgré qu'on observe le même type de phénotype là. Et l'individu, selon le nombre de myoses avec crossing over, il est capable de produire ces gamètes qui sont recombinés grand A, grand B, petit a, petit b. Alors que les gamètes parentaux vont être supérieurs à ces gamètes. Alors, je peux passer là. Donc, un exemple là de croisement où on va constater que à partir toujours de la transmission de ces 2 gènes avec le cas de dominance, l'individu hybride là, donc de phénotype grand A, grand B, il est capable de produire combien de types de gamètes? Alors, à partir de ce type de croisement,
On a là un exemple de croisement qu'on appelle le test cross, où on va croiser, je rappelle ce test cross, c'est le croisement d'un hybride, donc double hétérozygote avec un individu, donc homozygote récessif. On a obtenu ces proportions et ces 4 phénotypes. Alors, qu'est-ce qu'on remarque là? Que ces proportions ne sont pas équiprobables. Donc, je compare là, vous observez, par rapport à ce qu'on a étudié dans le cas de 2 gènes qui sont indépendants ou bien de 2 gènes qui sont liés, on va pouvoir déterminer là le génotype de l'individu hybride, d'accord? Donc, si normalement c'était le cas de 2 gènes qui sont indépendants, cet hybride, il doit produire 4 types de gamètes, comme vous le voyez là, qui sont équiprobables et qui s'expriment dans les phénotypes, parce que cet individu ne peut produire qu'un seul type de gamète, petit a, petit b, et dans ce cas, les proportions doivent être équiprobables. Or, on remarque qu'on observe là des proportions pratiquement les mêmes, et 2 autres aussi, mais celles-là, donc, ces proportions sont nettement supérieures aux autres. Ça veut dire que ça, ce sont les phénotypes qui sont parentaux, alors que l'autre, les 2 là, ce sont les phénotypes recombinés. Et par conséquent, l'individu, donc hybride, ça sera 2 génotypes qui concernent le deuxième cas qu'on vient d'étudier. Ça veut dire qu'avec les myoses sans crossing over, il va donner que des gamètes qui sont parentaux, et avec les myoses qui se déroulent avec crossing over, il est capable de produire ces 4 types de gamètes. D'où l'ensemble va donner 4 types de gamètes avec P, les gamètes recombinés. D'où, donc, au niveau des phénotypes là, on va observer que les phénotypes P, pour nous, ça sera ce nombre sur le nombre total. D'accord? Donc, j'espère que ce résultat a donc bien répondu à la question qui est posée. Donc, on peut étudier d'autres cas, mais donc je crois الوقت ما عادش بكري مدام شاوي. شكرا لك على كل التوضيحات، على كل ان شاء الله يقولوا التلامذه استفادوا من كل ما قدمناه اليوم من توضيحات. تبقى كلمه الختام مع الاستاذ محمد التونسي. بيعجل استاذ. Ok. Bon, on constate que la séance a été vraiment très courte pour nous, donc on n'a pas pu répondre à toutes vos questions. Quand même, je vous souhaite une bonne révision et un bon travail. شكرا لك استاذ. شكر خاص لكل الاساتذه اللي حضروا معنا اليوم سواء في الاستوديو او في قاعه استقبال المكالمات الهاتفيه، كذلك متفقد الماده والاستاذ المنسق في الاعلاميه اليوم. شكرا لكم انتم كذلك على متابعتنا. ما تنساوش اللي ماده يوم غد هي ماده الجغرافيا، وارقام الهواتف موضوع على ذمتكم قبل بساعه من انطلاق البث يبدا 5 ل 4 متاع العشيه. تلقاو 71 800 814 على ذمتكم، كذلك 71 280 089. شكرا لكم على متابعتنا مره اخرى والى اللقاء.